Nous avons le grand honneur d'accueillir le professeur David Fuchs. Le professeur David Fuchs est chirurgien viscéral et digestif. Il a travaillé à l'Institut mutualiste Montsouris. Il est maintenant chef du service de chirurgie digestive, hépatobiliaire et endocrinienne à l'hôpital Cochin. Si j'ai bien n'oublié rien de spécial. Il va aborder un sujet difficile et un peu tabou, l'erreur en chirurgie. C'est un sujet qui peut éventuellement nous concerner. Donc nous allons vous écouter avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je suis extrêmement gêné. Juste une toute petite remarque préliminaire, excusez-moi. Il s'agit d'une conférence, donc il n'y aura pas de questions à la fin de l'exposé, d'autant que nous avons pris un petit peu de retard. Merci. Alors je vais aller très très vite. Merci infiniment au comité d'organisation, en particulier à Vincent. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble et j'ai encore appris beaucoup ce matin. Je vais aller vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps et puis c'est la pause après, c'est essentiel. Quand on tape erreur en chirurgie, sur Internet, vous voyez ça. Finalement, une discussion assez rapide, réglée. Voilà, on parle essentiellement de chirurgie esthétique. Alors, l'erreur, c'est quoi? C'est l'échec à accomplir comme prévu une action qui est planifiée au choix d'un mauvais plan pour atteindre un certain but. Ok. La chirurgie, c'est un domaine un peu particulier. Certains d'entre vous la pratiquent régulièrement, tous les jours. C'est une discipline médicale qui est spécialisée dans le traitement des maladies et des traumatismes et qui consiste à pratiquer manuellement avec ses mains ou à l'aide d'instruments des actes opératoires sur un corps vivant. Vous en avez vu l'illustration ce matin sur les présentations. Alors, c'est quoi l'erreur médicale? L'erreur en médecine, l'erreur en chirurgie? C'est quelque chose qui est assez récent. Initialement, sur les Américains qui ont regardé un peu l'incidence de ces complications, qui sur 45 000 patients, ça représentait 7 à 14% des décès. C'est 50% de ces erreurs médicales, elles sont évitables. Elles sont potentiellement évitables, on va en discuter. Ça représente 44 000 décès par an aux États-Unis. C'est la 8e cause de décès avant les accidents de la voie publique, avant le cancer du sein, avant le sida. Bon, déjà, ça glace un peu, hein. En réalité, c'est depuis les années 2000 que les gens sont intéressés à cette situation. C'est assez récent, en fait. Avant, il n'y avait pas d'erreur en médecine. C'est quand même une bonne nouvelle. Et manifestement, on fait de plus en plus d'erreurs. Ou peut-être qu'on les analyse différemment. Alors, voilà le plan de ma présentation. Je vais essayer d'être un peu bref sur les caractéristiques de la chirurgie et puis surtout décrire un peu les mécanismes et puis peut-être la manière dont il va falloir qu'on change un peu les choses. Alors, j'ai pas appris la proctologie, malheureusement, je la connais absolument pas. Je vous dis, j'ai appris beaucoup de choses ce matin. Je vais faire une opération qui est très simple, une opération qui est l'équivalent d'un traitement de fistule ou qui s'appelle la vésicule biliaire. L'opération de la vésicule biliaire, ça s'appelle la cholécystectomie. C'est 135 000 interventions par an en France, c'est très fréquent. C'est dans notre spécialité la deuxième intervention la plus fréquente après l'hernie inguinale. L'intervention qui est hyper standardisée, c'est-à-dire qu'on voit la vésicule, on tire un peu dessus, on enlève le péri-étoile, on trouve les canaux cystiques, on trouve l'artère cystique, on met des clips et puis on enlève la vésicule. C'est facile. En fait, c'est facile, mais en fait, il y a parfois des complications. On appelle des plaies biliaires. Voilà. C'est pas si rare que ça. Quand on regarde un peu les registres nationaux ou internationaux, en fait, ça représente, historiquement, on disait que c'était 0,2%. En réalité, c'est plutôt 1,5% des cas. Alors, c'est pas beaucoup, 1,5% des cas, quand vous expliquez ça en consultation à votre patient. Mais quand vous rapportez ça au nombre de patients, ça fait à peu près 2000, 2500 patients par an. C'est monstrueux. C'est monstrueux parce que parfois, ça peut aboutir à des choses gravissimes. Alors là, c'est un patient à qui, en enlevant la vésicule biliaire, ils ont aussi enlevé toute la partie vasculaire du foie à droite. Donc, en fait, on a une ischémie du foie droite. C'est un patient qui a été transplanté et qui est décédé. C'est une pathologie bénigne, hein. Donc, parfois, ça peut être extrêmement grave. Ça altère leur espérance de vie, ça altère leur qualité de vie, c'est grave, et ça peut être très grave, et même quand on les répare, finalement, eh bien, les résultats sont pas bons. Autrement dit, c'est une complication grave. Et c'est pareil dans votre spécialité, c'est exactement la même chose, hein. Alors évidemment, pas toujours la mort, mais heureusement non plus avec la vésicule biliaire, mais la qualité de vie, c'est un point essentiel. Alors, c'est ça les points importants, c'est finalement... C'est quoi les mécanismes? Comment on en arrive à faire une erreur?
Alors, on a compris, une erreur, c'est simplement, on a peut-être mal identifié une structure, un système, et puis on s'est trompé. On s'est trompé, on a coupé ce qu'il fallait pas couper, ou on a laissé en place ce qu'il fallait pas laisser en place. Alors en fait, il y en a plusieurs des facteurs. Il y a les facteurs qui sont liés aux patients, les facteurs qui sont liés à la technologie, aux chirurgiens, on va en parler, à l'environnement du travail, l'organisation, au contexte, à l'institution, c'est important. La plupart du temps, c'est multiple. En réalité, il n'y a pas d'erreur individuelle, unique, isolée. Alors évidemment, quand vous travaillez tout seul dans votre hôpital, dans votre structure, dans votre cabinet, effectivement, les choses sont un peu plus simples. Mais dès qu'on commence à élargir le cercle des intervenants, effectivement, les mécanismes sont multiples. Alors, on va reprendre encore le cas de la vésicule biliaire, mais pour le patient, il y a des fois, c'est difficile. On a vu dans une situation où l'anatomie n'est pas comme d'habitude. On parlait de trajets multiples. Bien sûr, c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que de temps en temps, ils ont des canaux qui ne sont pas comme d'habitude. Et d'ailleurs, on explique aux internes, en réalité, que ce qui doit être considéré comme une règle, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que les variations anatomiques sont une règle. C'est-à-dire qu'il faut toujours se méfier. Et lorsqu'on a la vésicule biliaire, il faut rester au contact de cette vésicule biliaire, ne pas chercher à aller découvrir l'anatomie. Ça n'a pas d'intérêt. La deuxième chose, c'est que parfois, les remaniements inflammatoires, l'infection, l'inflammation, là, comme ça peut être le cas dans une infection de la vésicule biliaire, une cholécystite, c'est la deuxième cause d'hospitalisation en chirurgie digestive, eh bien, ça peut perturber un peu la compréhension de l'anatomie. Autrement dit, on a l'impression que le plan A et le plan B, eh bien, ils sont différents, alors qu'en fait, ils ont été fusionnés par les phénomènes inflammatoires. On confond le petit tuyau avec le gros tuyau, et on a l'impression de voir ça, et en réalité, eh bien, c'est un peu différent. C'est un peu différent, et on peut être amené à couper le mauvais tuyau. Alors ça pose des problèmes parce que de temps en temps c'est une source de plaintes et dans notre spécialité c'est 50% des plaintes, les opérations de la vésicule biliaire. Et on se dit oui mais alors ça doit être des gens en extrême précarité qui sont opérés en urgence. Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout ça. C'est la chirurgie élective, pas vraiment encore en ambulatoire, on est dans le début des années 2000, mais en réalité c'est la chirurgie qui est totalement standard, réglée. Ah oui, c'est pas du tout le cas particulier, le truc extrêmement rare. Et en fait, ce qu'on leur reproche, c'est la perte de chance et le préjudice qui est moral, et pas que moral en réalité. Les autres facteurs, c'est la technologie. La technologie, c'est quoi? C'est le fait qu'on utilise des outils, et on l'a vu encore sur la présentation précédente, on a des outils un peu modernes. Alors, parfois, avec la célioscopie, effectivement, on passe d'une vision en 3D, où on peut toucher, à une vision en 2D où on ne peut plus du tout toucher. Et donc, en fait, c'est plus les mains qui pénètrent le corps, mais ce sont des instruments qui pénètrent le corps. Et effectivement, ça change de sens. C'est-à-dire qu'on n'a plus la réalité, en fait. On a une image de la réalité. Alors, c'est grossi, c'est élargi, mais en réalité, c'est un peu modifié. En particulier quand ça saigne, en particulier quand il y a de la fumée, en particulier quand il y a plein de raisons pour lesquelles, en fait, on ne voit pas extrêmement bien la réalité. Des outils de plus en plus modernes qui nous font faire des conneries de plus en plus modernes. Et puis, surtout, il y a un point qui est important, c'est que, de temps en temps, eh bien, on ne voit pas exactement la réalité. En chirurgie, il y a un de mes maîtres qui s'appelait Brice Gaillet, qui était ancien patron à Montsouris, et qui me disait « Quand je comprends plus rien, qu'est-ce que tu fais ?» Je sais pas. Eh ben, il me dit « Tu retires ta caméra et tu la nettoies. » Mais même quand elle est propre? Oui, même quand elle est propre. En fait, tu prends un peu de recul. Regardez ici, vous voyez le triangle blanc? Eh bien, il n'y en a pas. Ce triangle blanc, il a été inventé par votre esprit, parce qu'en fait, il y a juste 3 Pac-Man et 3 accents circonflexes, mais il n'y a pas de triangle blanc. Sauf que nous, on voit un triangle blanc. C'est la même chose avec ces lignes qui sont toutes parallèles, mais dont finalement, eh bien, le positionnement des barres noires nous font croire qu'elles ne le sont pas, mais elles le sont en fait. Je l'ai testé, je vous jure, j'ai pris 2 lignes et elles sont vraiment parallèles. Et donc, effectivement, de temps en temps, en tirant un peu fort, on change nous-mêmes et on essaie de voir un peu les choses différemment. Autrement dit, on est aussi responsable de notre mauvaise compréhension. Et de temps en temps, ça donne ça, c'est une espèce de forêt de clips. On se dit, bon, mais lui, il n'a pas dû bien comprendre. Alors, parce que manifestement, s'il est arrivé à mettre 12 clips sur un petit canal de 4 mm, c'est que ça ne devait pas être ça. Les facteurs individuels, c'est assez intéressant. C'est les compétences, la connaissance, le fait que vous vous formiez, le fait que nous formions tous. Mais il n'y a pas que ça. Alors, il y a un papier assez marrant qui était publié par Olivier Farge, qui travaille à Beaujon, et qui dit « Est-ce qu'être chirurgien, le mythe et la réalité ?» Et en fait, il était en train d'expliquer que 2 choses, c'est que, on n'est pas très bon pour prédire nos suites post-opératoires. De temps en temps, on dit « Ah, moi, j'ai bien réussi, je suis hyper content, ça va bien se passer. » Non, en fait, dans 40% des cas, on est capable de prédire si ça va bien se passer. Mais alors, dans 60% des cas, on n'est pas bon. On n'est pas bon, et puis il y a d'autres choses importantes. C'est que, plus on fait un geste, plus on acquiert une forme d'habitude. En fait, on répète toujours le même geste. C'est de répétition. Et d'ailleurs, on est bon, et c'est ce qu'a dit c'est ce que vous avez dit juste avant, c'est que, en fait, pour devenir très compétent, il faut répéter les gestes, répéter les gestes et répéter les gestes. C'est hyper bien, et ça crée un phénomène d'habitude. Et l'habitude, c'est essentiel.
C'est essentiel parce que ça nous permet d'avoir des réflexes, de dire oui, j'ai l'habitude de voir ça, je l'ai vu 10 fois. Et donc, en réalité, eh bien, ce phénomène d'habitude, il est commun à tous nos métiers. C'est-à-dire que quand on est médecin généraliste, on voit 250 angines, et bien en fait une phénomène d'habitude qui s'installe. Et donc ça veut dire quoi? C'est une expérience répétée, c'est qu'on commence à avoir un discernement assez simple, et puis finalement, ça sent une sorte de familiarité, on a l'habitude de gérer ça. Alors c'est intéressant parce qu'il y a un type qui s'appelle Daniel Kahneman. Alors je vous invite pas forcément à lire ce livre de 850 pages qui s'appelle Les deux systèmes de pensée, mais c'est absolument remarquable. En fait, il explique un truc qui est tout simple. Il dit qu'en fait on a deux systèmes de pensée. Je vais immédiatement vous décrire à quoi ça correspond. Vous savez, quand vous rentrez à la maison chez vous, ouais, vous connaissez la route par cœur. Vous connaissez pas le nom des routes, mais vous savez y aller, soit à vélo, à pied ou en voiture. Vous connaissez parfaitement la route. Et puis vous savez exactement où sont les clés de votre maison. Elles sont dans votre sac, toujours à droite. Voilà, un phénomène de situation qu'on connaît. C'est simple. Et puis quand vous ouvrez la porte de votre serrure, vous êtes toujours en S1. En S1, je vous dis, il représente à peu près 95% de notre mode de fonctionnement. On est toujours en S1. Habituellement, on est très souvent en S1. En particulier lorsque il y a des tâches répétitives. S2, c'est est-ce que vous avez, quand vous mettez la clé dans la serrure et que c'est bizarre, d'habitude, vous avez fermé votre porte 2 fois, et là, en fait, une seule fois, vous ouvrez la porte. Et là, brutalement, il y a un truc qui se passe dans votre esprit, c'est vous stoppez, en fait. Et là, vous passez en S2. S1, il n'a pas du tout envie d'appeler S2. S2, c'est un système qui est beaucoup plus chronophage. Il prend du temps, il demande de l'énergie, il sollicite un peu vos neurones, et vous dites, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai oublié de fermer ma porte? Pourquoi j'ai mis 2 tours? Est-ce que quelqu'un est venu chez moi? Est-ce que ma femme a oublié de... Vous voyez ça? Ben ça, c'est S2. S2 et S1, c'est des choses qui sont importantes. Il a eu le prix Nobel d'économie. Alors, il économise Daniel Kahneman, mais il a essayé de comprendre un peu les grandes erreurs qu'il y avait en économie sur les finances, les types qui achetaient des milliers d'actions comme ça, et puis qui faisaient planter un système. Et c'est la même chose dans les systèmes d'aviation, c'est-à-dire que les gens qui faisaient des galas au-dessus avec des gros avions, là, avec un millier de personnes qui étaient en dessous, et puis l'avion se crache, il y a des morts, ça arrivait tous les 5 ans. En fait, il cherchait à comprendre mais comment c'est possible, comment on peut en arriver. Et à chaque fois, c'était la même situation. Hein. C'était un type brillantissime avec des dizaines de milliers d'heures d'expérience à son actif. Et en fait, il n'a pas tenu compte. Il est resté en S1 en fait. C'est-à-dire qu'il y avait des signes qui auraient dû l'alerter en lui disant mais vieux là, ça sonne et les voyants. Et en fait, il est resté en S1. Et c'est ce que je dis à mes internes, je leur dis, mais en fait, quelqu'un d'intelligent, un bon chirurgien, c'est quelqu'un qui n'est pas en S1 tout le temps, qui n'est pas en S2 tout le temps, en S2 tout le temps, on dit, mais c'est quoi ce truc? Est-ce que ce canal, est-ce que si je le coupe, mais non, mais en fait, vous voyez ça? Ça, c'est du S2 en permanence. Et le S1, c'est facile, j'ai l'habitude, j'en ai fait 10 000, je suis le plus fort du monde. Et en fait, un bon chirurgien est peut-être quelqu'un d'intelligent, je ne sais pas très bien, ça dépasse un peu les compétences de la chirurgie, mais est-ce que quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui est capable de solliciter S2 quand il le faut? Voilà, donc c'est ce que je viens de vous dire, je l'ai simplifié comme ça. La deuxième chose, c'est finalement, on est des humains, et même si on a tendance à nous prêter Non, on est vraiment aussi con que tout le monde, et en réalité, de temps en temps, il y a quelque chose que je raconte aussi souvent au staff, c'est que les critères de résecabilité d'une tumeur, ils dépendent de plein de choses. De votre compétence technique, est-ce que vous allez pour l'extirper, l'anatomie du patient, le type de malade, est-ce qu'il est vieux, machin. Et puis il y a un autre truc qui est totalement subjectif, qui s'appelle le râteau de la veille. Vous voyez, là, les cellules souches que Nadia a injectées, quand c'est tapé un gros abcès, le fois suivant, elle se demande 2 fois si vraiment il faut qu'elle le fasse. Mais non, mais c'est vrai en réalité. C'est-à-dire que l'échec de la veille, c'est quelque chose qui est important. Et puis, il y a un truc, c'est que on vit dans une société où, il y a un peu de compétition, alors un peu de concurrence, on va dire plutôt de la concurrence, où, effectivement, il faut faire un peu de chiffres. Et puis de temps en temps, on est un peu comparé aux voisins. Et puis si on a plus de complications que le voisin, tout ça, en fait, ça va changer un peu notre rationnel et nos critères de décision. Donc ça veut dire que c'est important. Je vous rappelle qu'il y a à peu près un tiers des chirurgiens qui sont en burn-out ou qui ont des signes de burn-out. En tout cas, dans notre spécialité en chirurgie digestive, on a fait un questionnaire aussi bien sur les universitaires que sur les non-universitaires, les jeunes que les vieux. Vraiment, on a un taux d'idées suicidaires qui est largement plus important que la moyenne nationale, et le burn-out est aussi très fréquent. Parce qu'en fait, il y a une forme de pression qui s'installe. Vous la connaissez aussi bien que moi, et donc on ne va pas détailler ça. Mais tout ça, ce sont des choses qui peuvent favoriser un peu les erreurs. En fait, il y a l'environnement. On travaille en équipe. Alors moi, je suis vraiment ravi de travailler dans une structure. Je l'étais à Montsouris, je le suis encore à Cochin, d'avoir des équipes avec beaucoup d'intervenants, avec effectivement, ça nécessite une communication particulière, un mode de management particulier, des répartitions de compétences, mais de temps en temps, effectivement, et la pression du chiffre, il faut opérer. Là, pourquoi vous avez baissé de 10% l'activité, Monsieur Fuchs? Parce que en fait, j'ai plus d'infirmière, parce que j'ai plus de salle de bloc, parce que j'ai plus de lit. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus comme explication? Et en fait, ça pousse à aller un peu trop loin, et à faire quoi? À essayer de mettre les équipes en surcharge.
Les équipes en surcharge, c'est-à-dire que, en fait, on fait globalement bien. Une équipe qui travaille pas assez, elle fait pas très bien. On a tous l'habitude, on connaît ça. Et puis, en fait, il y a une zone de fonctionnement qui est sûre, qui marche bien. Mais au-delà d'un certain seuil, en fait, on est en surcharge et c'est là où on fait des conneries. C'est là où on fait des erreurs. Et en fait, ces erreurs, ça c'est juste l'illustration par rapport à la vésicule biliaire, c'est sûr qu'il y a plus de conneries faites la nuit. C'est bizarre ça. Et donc moi j'interdis dans le service, on n'opère pas les vésicules la nuit. Et comme ils disent, mais est-ce que je dois faire ou pas? Et je regarde, j'ouvre la fenêtre, je dis, oui, bon, tu peux encore faire, il fait jour. Non mais c'est vrai parce que, encore une fois, la nuit, on n'est pas équipé, il n'y a pas les gens qui sont là s'il y a des difficultés, toutes les conditions ne sont pas réunies pour que ça marche bien. Et en fait, on a ça, c'est-à-dire le trou dans le gruyère. Les trous dans le gruyère, c'est des problèmes organisationnels, des problèmes environnementaux, la pression, demain, j'aurai pas de place pour opérer cette urgence, et puis voilà, j'ai pas énormément d'expérience, mais j'ai quand même envie de faire le beau parce que le patron il sera content si on a fait ce malade, et puis finalement, le malade, il est compliqué, et en plus, on va faire des bêtises. Ça, c'est une autre manière de présenter la même chose. Il y a des facteurs extérieurs, des facteurs organisationnels, des influences de supervision. Le management crée énormément d'erreurs médicales et chirurgicales, donc il faut faire attention à la manière dont on gère les choses. Alors, il faut proposer un changement de paradigme. Ça veut dire quoi? Alors, c'est un grand mot, ça, mais ça veut dire qu'il va falloir peut-être qu'on passe d'une culture de la performance. La performance, c'est quoi? C'est le fait d'avoir un certain nombre de connaissances, de savoir-faire, de savoir technique dans une situation, de savoir restituer une situation complexe, un compte-rendu variable. On va discuter de ça juste après. En fait, en culture de la compétence. Et la compétence, c'est pas la performance. Alors, on a tous envie d'être performants, et en fait, peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse à la manière de former les gens aujourd'hui. Alors, vous êtes à Saint-Joseph, une immense maison, et c'est-à-dire que je suis le premier, dès que j'ai un problème qui descend en dessous du sphincter, même au-dessus du sphincter, je ne donne pas mon avis, mais en réalité, je dis, allez à Saint-Joseph, ils sont hyper forts. Et ce qui est important, c'est qu'il va falloir peut-être qu'on ait une vision un peu différente, en tout cas sur le plan académique, pour essayer de peut-être éviter d'avoir des gens qui sont des super spécialistes et tous les autres avoir zéro compétence, mais peut-être qu'il va falloir qu'on ait une vision un peu plus collective de chirurgie de masse. Alors qu'effectivement, quand c'est des choses simples, peut-être qu'on n'a pas besoin de venir dans un centre aussi expert qu'ici. Et puis quand c'est des choses un peu plus compliquées, effectivement, peut-être que c'est là où il va falloir qu'on puisse s'orienter. Alors, se changer ce paradigme, ça veut dire il faut quelques règles. Le premier, c'est il faut écouter les spécialistes. Il y a des gens qui sont spécialisés dans le risque. Il y en a un qui a arrêté de travailler. Je l'ai encore contacté la semaine dernière pour faire une présentation, un symposium à notre congrès national, et il a refusé. Ça fait 3 fois qu'il refuse, mais parce qu'il a 85 ans et qu'il a un ras-le-bol. Et il a bien raison. Et il s'appelle René Malberti. Et c'était vraiment, il a travaillé pendant 20 ans dans l'aviation civile, et puis ensuite il a travaillé dans la santé, en particulier le bloc opératoire. Il montre ça. Alors, vous voyez pas extrêmement bien, mais ici, là, vous voyez, ça, c'est les systèmes de sécurité. Ici, c'est extrêmement sûr. Vous avez l'industrie nucléaire, les chemins de fer, l'aviation civile. Ici, c'est un peu moins sûr. Et puis là, c'est plus du tout sûr. Là, ici, c'est un type qui va gravir l'Himalaya, ou ça, c'est la guerre en Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire? La finance. La finance, c'est pas totalement un système très sûr. Et donc, c'est toutes ces situations un peu complexes. Alors, il y en a certaines que vous allez vivre, les choses, voilà, c'est la complication dans les urgences, par exemple. C'est des choses qui arrivent assez fréquemment. Et puis les systèmes extrêmement sûrs, vous les verrez même pas en rêve. Alors, encore une fois, on a eu le malheur, mais aussi la chance d'avoir connu Fukushima, mais il n'a pas énormément rapporté au nombre de situations et nombre d'événements dans le nucléaire. Si on rapporte ça clairement à la médecine, vous voyez, la radiothérapie et les transfusions sanguines, un système extrêmement sûr. Il y a très très peu d'incidents, d'événements. Et puis à l'inverse, il y a toute la médecine innovante où on fait des greffes de visage. Les greffes de visage, c'est un système qui est extrêmement pas sûr. Et donc la chirurgie là-dedans, elle est située là. C'est un système qui est pas extrêmement sûr. Elle est pas extrêmement sûr parce qu'effectivement, on n'a peut-être pas mis en place tous les systèmes pour essayer de éviter d'avoir un système extrêmement adaptatif comme un type qui va gravir l'Himalaya, c'est-à-dire qu'il va regarder la météo, il va regarder un peu son sac à dos et puis il va monter. Ouais. Et puis un système extrêmement sûr où en fait on va essayer d'éviter le risque. On va tout faire pour éviter le risque. C'est-à-dire qu'on va mettre des situations, on va se mettre dans des situations où tout sera à peu près anticipé. On va essayer de rien découvrir en préopératoire. Et ça veut dire qu'il va falloir analyser ça et prévenir, avoir des stratégies préventives pour éviter ces complications. Ça marche bien, hein, ça marche très bien. L'anesthésie a bien marché. Hein. Ils ont diminué par 10 la mortalité qui était inhérente à leur propre spécialité en 20 ans. Alors effectivement, ça ressemble un peu à des pilotes de ligne, mais quand vous voulez aller à Toronto en avion, vous ne cherchez pas à avoir un pilote de ligne qui est capable de faire un looping avec le Boeing 747 ou alors la 320. Non, absolument pas. En fait, vous voulez juste un type qui est capable de vous emmener du point A au point B. C'est pas avec l'anesthésie, vous choisissez pas votre anesthésiste en vrai, à part dans certaines structures, mais en réalité, vous voulez juste qu'il vous endorme et qu'il vous réveille. Point. Eh bien, en réalité, la chirurgie, c'est la même chose.
Alors évidemment, c'est pas exactement la même chose. Nous, c'est nos malades. Non, non, c'est pas nos malades. C'est les malades. Voilà. Et de temps en temps, je pense que on a l'impression d'avoir un rôle qui est pas exactement celui-là. On est là pour soigner les malades, de participer à un moment donné de leur vie à gérer cette maladie. En fait, ce qu'il faut, c'est respecter les règles. Les règles, c'est des checklists au bloc opératoire, mais dans l'opération de la vésicule biliaire, il y a des checklists. Alors en France, on a un caractère un peu particulier. On n'aime pas les règles, on n'aime pas les checklists, mais il y a 39 règles à respecter pour pouvoir faire de manière sûre et certaine une cholecystectomie dans des bonnes conditions. Peut-être qu'il va falloir qu'on se mette à écouter ces règles. Ensuite, c'est développer la simulation. J'ai bientôt terminé, je vous rassure. Ça veut dire peut-être développer des modèles de simulation où on sera en mesure de faire comme les pilotes de ligne. Ça veut dire avoir des vrais simulateurs. Alors aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez ça, c'est un simulateur qui vaut 250 millions d'euros. Et puis nous, ça, c'est un truc qui vaut. Alors en vrai, on les paye 20 000 euros, mais quand on les a démontés, ça coûte 100 euros à mon avis. Et donc on a des simulateurs de relativement basse qualité en chirurgie. On n'est pas encore très très bon, mais on est en train de réfléchir à constituer une école de chirurgie, en tout cas en région parisienne. Alors des sujets anatomiques, ça typiquement c'est des sujets anatomiques, c'est dans des cadavres, des sujets anatomiques qui sont perfusés, ventilés et qui vont nous permettre d'avoir des modèles qui vont ressembler de plus en plus à ce qu'on est amené à faire pour éviter justement de s'entraîner pour la première fois sur un patient et effectivement acquérir une forme de compétence qui soit à la fois technique et non technique pour pouvoir préparer tout ça. Et puis effectivement on a la chance d'avoir des instruments alors, qui seront robotiques demain, qui vont vous permettre de voir mieux, de faire mieux, d'accompagner notre geste et de diminuer ses complications. Voilà, ça c'est la réalité augmentée. Et puis peut-être que demain, on sera en mesure de nous préparer un peu comme un musicien qui va travailler dans un orchestre, qui travaille chez lui avec son instrument. Peut-être qu'on sera en mesure de répéter l'opération qu'on fera demain avec un jumeau numérique, la possibilité d'avoir un malade qui sera exactement le même que celui de demain, qui sera reconstitué sur un scanner ou sur une IRM. En conclusion, finalement, l'erreur, il faut la distinguer d'une faute, c'est pas une faute. L'erreur, c'est faire des erreurs, c'est normal, c'est un processus d'acquisition de certaines formes de compétences. On en fait encore même quand on est extrêmement compétent. C'est un processus d'apprentissage. La simulation probablement va diminuer ces risques d'erreur. Et une erreur qui est comprise se fait une seule fois. Et ça veut dire qu'il y a un mécanisme et un processus d'évaluation et d'essai de compréhension. C'est un travail d'équipe. L'erreur, elle sert à tout le monde. Il y a des registres obligatoires chez les aviateurs. C'est-à-dire que chez les pilotes de ligne, si vous n'avez pas déclaré une erreur, en fait, vous n'avez pas le droit de... Voilà, en chirurgie, on n'est pas exactement dans ce domaine-là encore. J'espère que ça changera avec le temps. En fait, voilà, l'erreur, c'est cacher l'erreur qui pose un problème et ça dessert tout le monde. En dernière, voilà, c'est les points forts, c'est ça, c'est que j'ai jamais fait 2 fois la même erreur. En fait, il faut le faire au moins 5 ou 6 fois avant d'être certain. Merci beaucoup.